notre second débat de ce Sens Public, débat volontairement décalé de l'actualité du jour pour revenir sur une question centrale au Proche-Orient depuis 6 mois, en Ukraine depuis plus de 2 ans. Que peut faire l'aide humanitaire? Comment travaille-t-il sous les bombes? Comment ne pas être l'otage des belligérants? Avant d'entendre nos invités, on fait le point sur la situation à Gaza où la sécurité du personnel humanitaire est en jeu. Samia Dechir a notamment recueilli le témoignage de Médecins du Monde dont l'un des soignants a été tué à son domicile par l'armée israélienne. L'aide entre toujours au compte-gouttes. Malgré l'engagement d'Israël à laisser passer davantage de camions, des centaines restent toujours bloqués à l'entrée de Gaza. Eau, nourriture, médicaments, tout manque, surtout au nord où 70% de la population est confrontée à des situations de famine selon l'ONU. Si nous continuons sur la voie de la violation flagrante du droit humanitaire par toutes les parties au conflit, la prochaine série de décès massifs d'enfants à Gaza ne sera pas due aux balles et aux bombes, mais à la famine et à la malnutrition. En plus du manque de matériel et de nourriture, les ONG doivent aussi gérer leur propre sécurité. Le 1er avril, 7 humanitaires de l'organisation américaine World Central Kitchen ont été tués dans une frappe israélienne. En février, ce sont les bureaux de Médecins du Monde à Gaza City qui ont été détruits. On avait marqué les coordonnées GPS qu'on avait partagées avec l'armée israélienne. Malgré ça, ils sont rentrés, l'armée israélienne, de façon très très violente. Ils ont fait sortir les staffs qu'il y avait à l'intérieur de façon très humiliante. Ils ont fait se mettre tout nus, nos staffs masculins, dans la rue et partir comme ça. Et après, ils ont carrément envoyé des projectiles sur place. Il y en a 0 information depuis cet événement sur pourquoi ça a été fait. En novembre, l'ONG a perdu l'un de ses médecins, tué à son domicile par l'armée israélienne. Malgré les risques, Médecins du Monde compte toujours 26 soignants sur place, tous des Gazaouis, qui exercent dans des conditions extrêmes. Ils sont parfois à 15 dans une petite chambre. Ils nous témoignaient cette semaine, par exemple, que prendre une douche par semaine, c'est vraiment un luxe. Manger tous les jours, c'est très compliqué. On a des collègues qui sont perdus 10 kilos, 20 kilos, 25 kilos dans les derniers 6 mois. Et malgré les conditions de vie et de travail qui sont extrêmement compliquées et dures, c'est des professionnels de santé qui s'élèvent tous les jours pour travailler parce qu'ils s'estiment que c'est très important de continuer à offrir cet accès aux soins au reste de la population. Médecins du Monde continue d'envoyer régulièrement des renforts de médecins étrangers. 2 partiront le mois prochain pour appuyer les équipes locales, épuisées par 6 mois de conflit. L'aide humanitaire en danger, on en débat avec Raphaël Pitti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur humanitaire, responsable des formations au MEHAD, c'est l'ancienne Union des organisations de secours et de soins médicaux. Caroline Brandao, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes enseignante chercheuse en droit international humanitaire. Philippe Riffman, bonsoir et bienvenue bonsoir. À vous aussi. Professeur, chercheur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste en droit des associations et avocat au barreau de Paris. Évidemment, Émilie Zapalski, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Raphaël Pitti, on parlera de l'Ukraine tout à l'heure. Vous y étiez la semaine dernière. Vous étiez également à Gaza. C'était fin janvier, début... Fin mars. Fin mars. Bon, ben voilà, fin février, pardon. Fin février, voilà. On y arrive. Je commence par Gaza. Retour d'expérience. Où, dans quelles conditions avez-vous travaillé là-bas? Alors, c'était relativement compliqué, bien évidemment, d'aller à Rafah. Nous avons attendu plus de 2 mois pour réussir à nous greffer sur une ONG américaine qui, elle, avait des relations avec les Israéliens, c'est qui nous a facilité l'entrée à ce moment-là. Et nous sommes allés directement à l'hôpital européen. Donc, qui est dans le sud de la bande de Gaza. Qui est à 10 km de Rafah, si vous voulez. C'est dans le gouvernorat de Yann Kounès, mais à 10 km de Rafah. Et alors là, c'était vraiment une situation catastrophique. C'est vraiment, c'est épouvantable de dire. Il y a 25 000 personnes qui sont allées se réfugier autour de l'hôpital pour se sentir à peu près en sécurité, du moins, le pensait-il. Et puis à l'intérieur même de l'hôpital, vous avez 3000 personnes qui vivent dans les corridors de cet hôpital, avec leurs enfants, qui font la nourriture, qui dorment à l'intérieur, etc. Ce qui crée une situation de chaos dans l'hôpital, par la présence de cette population qui est là.
La population à l'extérieur et à l'intérieur, elle a des problèmes de santé primaire, elle a des problèmes de pathologie aiguë, de pathologie chronique, etc. Et le seul endroit, c'est bien évidemment le service des urgences. Et donc, au niveau du service des urgences, vous avez une foule de gens qui sont là en espérant pouvoir consulter. Et au même moment, vous avez l'arrivée des blessés, des bombardements, des snipers, des drones, etc. Et comme tout est pris, comme tous les box sont pris, et bien évidemment, ces gens-là sont soignés à même le sol. Et bien vous passez votre temps à ne pas pouvoir soigner tout le monde, j'imagine. Alors, bien évidemment, vous avez le tri est inversé, c'est-à-dire que compte tenu de la situation chaotique, la réanimation qui est pleine, du manque de moyens, etc., bien évidemment, vous ne prenez pas les blessés les plus graves en priorité. Vous les laissez mourir. Ainsi, il avait été décidé que tous les blessés du crâne, compte tenu du fait que ces blessés du crâne nécessitent une réanimation, il n'y avait pas de place, donc on les laissait mourir. Et comme il n'y avait pas d'anesthésique, comme il n'y avait pas de morphine, on les laissait mourir sans accompagnement du tout. Et donc vous inversez, vous prenez les patients dont vous êtes sûr de pouvoir les soigner. Ceux dont vous n'êtes pas sûr, vous les laissez mourir. Caroline Brandao, on peut rappeler ce que dit le droit international humanitaire. Quelle catégorie, je reste sur Gaza, de la population palestinienne devrait être protégée? Le droit international humanitaire, c'est un droit qui protège des personnes. Les personnes qui ne combattent pas et les personnes qui ne combattent plus. Donc effectivement, la catégorie de la population civile, les femmes, les hommes, qui ne combattent pas sont protégés par ce droit. Mais également les blessés et les soignants. L'hôpital sont des lieux qui sont protégés. C'est un droit aussi qui va limiter les moyens et les méthodes de combat, donc qui va interdire l'usage de certaines armes ou la manière de faire la guerre. Philippe Riefmann, l'histoire du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle est malheureusement riche en conflits en tout genre. En quoi la situation humanitaire à Gaza est peut-être hors norme ou historique, je ne sais pas quel terme vous employez, par le nombre d'habitants qui sont réunis, qui s'entassent dans un endroit finalement assez restreint? Oui, on a, si vous voulez, aujourd'hui une situation à Gaza de façon plus transversale. On avait avant une succession de crises. On a maintenant un empilement de crises de façon absolument considérable, avec des volumes et des dimensions énormes. Et la situation de Gaza, comme cela vient d'être dit, c'est que vous avez une population civile considérable qui est au milieu des combats. Et alors que normalement, il doit y avoir une distinction entre civils et combattants. Donc il n'y a plus de distinction entre civils et combattants. Et on a une situation, en fait, où, en plus de conflits de haute intensité, un conflit de haute intensité, aujourd'hui, c'est un conflit où on emploie tous les systèmes d'armes. Et donc tous ces systèmes d'armes sont employés théoriquement contre les combattants du Hamas par l'armée israélienne, mais en fait, ils touchent de façon considérable la population civile. Et à côté de cela, vous avez des besoins énormes de la population civile, comme Raphaël Pitti l'a dit. Ouais. Et alors, l'argument de l'armée israélienne, c'est de dire on cible le plus possible et on cible les combattants du Hamas. Là aussi, je me tourne vers vous. Que dit le droit international en la matière? C'est-à-dire, ok, je justifie une frappe par la présence d'un militaire du Hamas, d'un terroriste du Hamas, ça passe ou pas en droit international? Alors, il y a effectivement des principes très importants. Le principe de distinction, c'est la base du droit international humanitaire. Donc, on fait toujours la distinction entre des objectifs civils et des objectifs militaires. Donc, un hôpital... Mais si un militaire se cache au milieu des civils? Alors, c'est toute la question. C'est effectivement... Ou dans un hôpital, d'ailleurs. Voilà, dans un hôpital, s'il y a des combattants, s'il y a la menace d'une attaque, il va falloir quand même le prouver, qu'il y a un acte nuisible. C'est ça qui est défini dans les conventions de Genève. Il va falloir rapporter la preuve qu'il y a un acte nuisible qui va légitimer une attaque. Et en l'occurrence... ça ne suffit pas de cacher 2-3 armes, il faut beaucoup plus que ça. Il y a d'autres principes qui existent, et notamment parce qu'on est dans une situation de ville, de zone urbaine, où il y a des habitations, des résidences. Le principe de proportionnalité. Donc dans l'attaque, je prends toutes les mesures possibles pour ne pas avoir des effets disproportionnés dans cette attaque. Donc je vise un objectif qui est précis, et ça ne doit pas avoir des effets disproportionnés sur l'hôpital qui est à côté. Est-ce que ces règles, vous les voyez de moins en moins... Au-delà de Gaza, finalement, vous les voyez de moins en moins appliquées? Absolument.
Absolument. C'est vrai en Syrie. J'y suis allé 35 fois en Syrie. Bien évidemment, la population syrienne a beaucoup souffert durant cette année. Elle avait même été martyrisée, d'une certaine manière, où toutes les armes ont été utilisées contre elle, y compris le chimique, etc. On l'a vu le 21 août 2013, de manière massive. La population, par contre, avait la possibilité de se déplacer. Sauf à Alep, où pendant 6 mois, il y a eu un siège d'Alep où la population n'a manqué de nourriture, d'eau, etc. Mais au fond, la population syrienne avait la possibilité de se déplacer à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur au début, et ensuite dans des zones qui avaient été considérées comme des zones de désescalade de la violence. Il y avait 4 zones qui avaient été mises en place à l'intérieur de la Syrie, et les populations pouvaient aller se réfugier là. Là, pas du tout, c'est l'inverse qui a été fait. On a fait croire à cette population qu'elle pouvait aller à Rafah et dans le sud et qu'elle serait protégée. Une fois qu'on l'a concentrée comme ça, d'abord on a coupé la nourriture, on leur a coupé l'eau, on leur a coupé l'électricité, on les a mis dans une situation de déshumanisation, on leur a supprimé toute leur dignité possible. Ils vivent dans une ville qui est une poubelle à ciel ouvert parce qu'il n'y a pas d'essence pour ramasser, il y a de l'eau partout, partout. Et cette population est à la recherche constante, qui est complètement désœuvrée, à la recherche de nourriture, à la recherche d'eau pour se laver, à la recherche d'eau pour boire, à la recherche de soins. On a concentré cela, toute une population que l'on fait souffrir. On est là dans le crime de guerre, on est dans le crime contre l'humanité, parce que c'est cette population-là qui est ciblée, c'est la population. À l'intérieur, il peut y avoir des gens du Hamas, mais quand même, la population qui souffre le plus, celle qui souffre le plus, c'est la population palestinienne. Avec la question de l'entrée de l'aide humanitaire, au compte-gouttes, on l'a vu dans notre reportage d'ouverture avec Samia Dechir, c'est aussi ce que dénonce le porte-parole du Bureau de coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies. On l'écoute. Plus que n'importe quelle autre mission humanitaire, les livraisons de nourriture à Gaza coordonnées par l'ONU sont susceptibles d'être entravées ou de se voir refuser l'accès aux zones nécessitant une coordination. En clair, ces convois de nourriture qui devraient être acheminés en particulier vers le nord, où 70% de la population est confrontée à des conditions de famine, sont 3 fois plus susceptibles que tout autre convoi humanitaire d'être refusés. Philippe Riffman, là aussi, si on part de Gaza et qu'on essaye d'élargir un petit peu, est-ce que ça arrive souvent ? C'est-à-dire une aide humanitaire bloquée avec peut-être une stratégie d'ailleurs militaire ou pire derrière. J'aurais tendance à vous répondre, ça arrive presque toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon pratiquement toujours un problème d'accès. Et cet accès se négocie, et évidemment, les belligérants ont toujours tendance à vouloir instrumentaliser l'aide humanitaire. Donc, en termes de principe, comme c'était rappelé tout à l'heure, l'accès doit être facilité, l'accès doit être libre autant que possible, et les convois des organisations humanitaires, qui sont des organisations impartiales et neutres, doivent pouvoir passer. Et dans le cas, effectivement, de Gaza, mais on a la même chose aujourd'hui, par exemple, au Soudan, il est difficile d'accéder. Et donc, ce qu'il faut absolument obtenir, c'est pouvoir accéder. Et dans le cas de Gaza, et ça vient d'être dit là par le représentant d'OCHA, il y a, sous la pression du gouvernement américain, le gouvernement israélien vient de laisser ouvrir une voie qui est une voie tout à fait naturelle pour le nord de Gaza, c'est-à-dire du port d'Ashdod, qui est à 40 km de Gaza, avec le fameux point de passage d'Erez, qui permettrait facilement d'accéder aux populations du nord de Gaza. Jusque-là, c'était pas possible. C'est un petit peu en train de s'améliorer. Oui, ça s'améliore depuis quelques jours, absolument. Il y a près de 500 camions qui sont rentrés contre une quarantaine ou une cinquantaine les jours précédents. Alors, avec là aussi, Raphaël Pitti, comment ça se passe ? C'est-à-dire que au-delà de la stratégie militaire, parce que c'est devenu une stratégie militaire, ce que vous décriviez en Syrie, il y a plein d'exemples de la part de... Bon, il peut y avoir aussi le fait de dire risque de détournement de cette aide humanitaire par les rebelles, les ennemis, les terroristes. C'est ça le discours qu'on entend. Je ne suis pas en train de le justifier, mais... Cela a toujours été vrai. Oui. Il suffit de se rappeler la guerre en Yougoslavie. Par exemple, il a fallu que l'ONU obtienne des corridors humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers les zones
personnes, croates, etc. Oui. Il y a toujours eu, en Syrie en particulier, l'aide humanitaire, elle était en partie prise par les rebelles qui s'en servaient comme arme, éventuellement, dans la distribution. Mais l'important, c'est qu'il y en a une partie qui arrive à la population, mais pas ce qui se passe à Gaza. On a beau savoir que ça n'arrive pas en totalité, de toute façon, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut bien évidemment, il faut y aller. Et là, par exemple, dans le nord de Gaza, la population, les camions ne peuvent pas y aller. On est dans la famine, c'est-à-dire on va bien au-delà. On leur coupe toute capacité de se nourrir. On a maintenant des morts, les enfants, etc., du fait de la malnutrition. On est dans un état de famine organisé, voulu. Cela. Et ce qui me blesse profondément en tant qu'humanitaire, c'est l'hypocrisie américaine qui consiste, alors qu'elle a le pouvoir d'obliger Netanyahou à ouvrir ses frontières et laisser passer un camion. Un camion, c'est 40 tonnes de nourriture à faire rentrer. Les Américains en sont à larguer de la nourriture tout en livrant des armes aux Américains pour les balancer sur la population. Aux Israéliens, pardon. Aux Israéliens, en même temps. Oui, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, les Américains, ils ont le bouton stop en arrêtant de livrer des armes. Et il y a surtout, au niveau de l'ONU, une obligation qui est faite de laisser rentrer la nourriture à l'intérieur et de cesser les combats, les bombardements. Émilie. Il y a les États-Unis, mais pas que, j'ai l'impression. Cette situation humanitaire, elle nous est apparue au fil du temps, parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas accéder à ces zones, mais aussi parce qu'on était sous le coup de la stupeur le 7 octobre, et donc on est allé plutôt dans le sens d'Israël. Même la position française a été rééquilibrée depuis, et ça fait plutôt, moi j'ai l'impression, quelques semaines qu'on arrive à parler de cette situation humanitaire terrible, alors qu'avant, c'était comme si on ne pouvait pas en parler pour des raisons pratiques, parce qu'on ne voyait pas sur place, mais aussi presque de manière politique, comme si c'était donner la part belle au Hamas que de parler de cette situation. Je trouve que c'est terrible, ce décalage dans le temps, parce que les gens, ils n'attendent pas, ils meurent de faim, les enfants dont vous avez parlé, et c'est quand même assez incroyable. Mais je le vis tous les jours, à la fois sur les réseaux sociaux, je me fais insulter sur les réseaux sociaux, au-dessus et en dessous de ma ceinture, dans la rue, bien évidemment, je me fais arrêter par la communauté juive de Metz, où on refuse de me serrer la main, où on m'agresse au restaurant où je suis assis en train de manger tranquillement, parce qu'ils ont le sentiment que je prends position pour le Hamas, mais c'est faux. Je prends position pour la population qui n'a pas à subir les conséquences de ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment, ou cette réalité d'humanitaires qui sont d'une façon ou d'une autre instrumentalisés? Est-ce que vous diriez ça? Oui, puis c'est toujours, absolument. Et puis c'est généralement mal compris, parce que comme vient de le dire Raphaël Pitti, dans des conflits très polarisés comme celui-là, le camp adverse pense qu'en amenant de l'aide humanitaire, vous aidez finalement les adversaires. Et inversement. Donc il y a toujours cette vision de l'humanitaire. Généralement, c'est mal compris. Pourquoi est-ce qu'on vient finalement aider? Et puis, on est aussi dans des situations aujourd'hui où, malheureusement, et il faut tout à fait s'élever contre ça, lutter contre ça, où on a de plus en plus, avec les moyens militaires aujourd'hui, on a un retour de logique de guerre totale. Et la logique de guerre totale, c'est qu'on emploie tous les moyens militaires et que finalement, les populations civiles et l'aide humanitaire, c'est quelque chose de très marginal. Parce que ce qui compte, c'est le résultat militaire. Et on le voit en Ukraine, de la même manière, tous les jours. Est-ce que, dans l'histoire, il n'y a pas finalement une parenthèse très courte où l'aide humanitaire pouvait vraiment être distribuée, vous voyez, et fonctionner? C'est pas ma vision. Je pense qu'effectivement, ce que vous faites référence à juste titre aux années 80, 90, 2000, où effectivement l'aide humanitaire était mieux acceptée de façon générale. Aujourd'hui, on a un recul de ce qu'on appelle l'acceptance dans notre jargon, c'est certain. Mais l'aide humanitaire a toujours fonctionné, l'humanitaire a toujours fonctionné par cycle. Et on est dans un cycle qui est plus négatif aujourd'hui. Oui. Caroline Brandao, je reviens à la stratégie d'Israël et aux sanctions. Alors, seront-elles appliquées? On verra bien. Et qui viseront-elles au sein de l'exécutif israélien? On verra bien. Mais
Là, on est dans un détournement du droit avec le fait de refuser l'entrée de l'aide humanitaire et des sanctions potentielles, des sanctions possibles. Le fait d'entraver l'aide humanitaire, d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire, d'affamer la population, c'est des violations graves du droit international humanitaire. Ça peut être constitutif de crimes de guerre, quand il y a la violation des principes de distinction, de proportionnalité, de crimes contre l'humanité, quand il y a une volonté systématique de viser la population civile. Et puis, ça peut être aussi qualifié de génocide, quand il y a l'intention de détruire en tout ou partie un groupe. Il y a une procédure devant la Cour internationale de justice des Nations Unies. Exactement. Et il faut distinguer dans la justice qui est quand même assez longue à se mettre en place, il y a une phase d'enquête. Donc il va falloir collecter un certain nombre de preuves. Et là, c'est important aussi de rappeler qu'il y a le rôle des organisations humanitaires, d'être neutre, impartial, d'acheminer l'aide humanitaire. Il y a aussi le travail de la justice pénale internationale qui va se mettre en place pour les responsables, les auteurs, mais aussi pour les États. Alors, on va parler de l'ONU. On a commencé à l'évoquer. Émilie, je me tourne vers vous. On voit à quel point c'est difficile pour les Nations Unies d'agir dans le cadre de ce conflit au Proche-Orient. Et notamment, on en parle de cette aide humanitaire. Oui, depuis le début du conflit, c'est difficile. L'ONU ne brille pas par ses réussites. Il a fallu attendre 5 mois pour que l'institution réussisse à faire voter une résolution de cessez-le-feu humanitaire qui est temporaire puisque c'était pendant le Ramadan. L'appel avait été bloqué plusieurs fois par les États-Unis, principal allié d'Israël, on en parlait, qui cette fois-ci s'était abstenu pour que la résolution passe. Un projet de résolution pour un cessez-le-feu, cette fois-ci permanent, est dans les tuyaux, initié par la France, mais il risque de prendre du temps si jamais il aboutit. Mais évidemment. Et puis alors, c'est le plus important, côté terrain, les difficultés ne sont pas moins grandes. Voilà. À travers ces opérateurs, et pour Gaza, à travers l'Agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, l'ONU tente d'apporter une aide humanitaire, c'est une de ses missions également. Elle a été créée dans la foulée du conflit israélo-palestinien en 1949, cette agence. Elle emploie 13 000 personnes à Gaza, dont une large majorité a le statut de réfugiés. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, des secours, des services sociaux. Les écoles, par exemple, de l'ONU servent ainsi depuis le début du conflit de refuge, de lieux de refuge, quand elles ne sont pas bombardées. L'agence achemine l'aide alimentaire et médicale. Mais la distribution est très difficile en ce moment. Alors justement, si on détaille, qu'en est-il côté distribution ? Alors je suis revenue sur les chiffres. On parle d'une moyenne de 150 camions par jour entrés dans Gaza au mois de mars, loin des 500 camions qui habituellement y arrivaient par jour, toujours. Alors il y a eu un petit changement dont vous parliez à l'instant, puisque Israël a subi un coup de pression pour donner plus d'aide aux civils. On compte plus de 1200 camions qui sont entrés au cours des derniers jours, donc c'est très très récent. 468 pour la seule journée de mardi. C'est le nombre le plus élevé depuis le début de la guerre. Mais ça ne suffit pas. Ça reste insuffisant, vous en parliez. 80% des personnes là-bas sont menacées par la famine. 350 000 enfants de moins de 5 ans ont un risque de malnutrition sévère. La nourriture, l'eau potable se font de plus en plus rares dans toute la bande de Gaza. Les risques sont grands aussi pour les travailleurs humanitaires. On compte 220 travailleurs humanitaires tués depuis le 7 octobre, dont 179 membres du personnel de l'ONU. Jamais dans l'histoire de l'organisation, un seul conflit n'avait fait autant de victimes parmi le personnel des Nations Unies. Et puis, il faut le rappeler aussi, cette agence, elle est dans la tourmente. Alors oui, en plus, ça complique les choses. Israël a accusé plusieurs de ses employés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. 12 ont été depuis licenciés. Conséquence, une partie des pays contributeurs financièrement ont décidé de suspendre temporairement leur aide. Côté France, la France n'a pas prévu de nouveaux versements au cours du premier trimestre. Les pays alors tentent de compenser ces difficultés de l'ONU par des actions éparses comme le largage de nourriture ou de médicaments par les airs. Mardi dernier, la France a ainsi participé à une opération aérienne pour acheminer 110 tonnes de fret humanitaire sur la bande de Gaza. Tweet à l'appui. Mais cette méthode, si on en croit les gens sur le terrain, s'avère dangereuse pour la population, coûteuse et au final peu efficace. Sur l'UNRWA, Philippe Riefmann, que lui reproche Israël ? Pourquoi l'État hébreu a cette agence de l'ONU dans le collimateur ? Ce que vous venez de dire, l'UNRWA est donc accusé d'avoir que certains membres de son personnel et appartenaient au Hamas. Je dirais que statistiquement, ça serait assez plausible, compte tenu qu'il y a 13 000, effectivement, membres du personnel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'aide humanitaire,
apportées par des organisations humanitaires nécessitent une structure pour la distribution. Sinon, c'est le chaos, c'est la lutte du plus fort pour prendre le maximum de choses. Et donc, l'UNRWA joue à Gaza le rôle d'administration civile, en fait, en partie. Il y avait l'administration du Hamas, elle a été détruite par les combats. Et donc l'UNRWA est la seule structure à ce stade qui peut organiser la distribution de l'aide, sauf en prévoir une autre ou en mettre une autre en remplacement. Et donc, elle est absolument nécessaire pour pouvoir assurer la distribution d'aide compte tenu de sa présence sur l'ensemble du territoire. Mais ça pose quand même une question de neutralité. Alors, peut-on être neutre quand on est là depuis 75 ans, quoi, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on est là pour aider les Palestiniens. J'ai vu l'UNRWA travailler pendant que je suis allé 6 fois à Rafah, de sortir de l'hôpital pour aller à Rafah. Heureusement que l'UNRWA est là. Je suis allé au centre, au siège de l'UNRWA pour voir l'organisation qui est mise en place, etc. C'est eux qui organisent les clusters santé de manière à assurer la distribution de l'aide et de la prise en charge sanitaire. S'il n'y avait pas l'UNRWA maintenant, bien évidemment, on serait dans une situation... Déjà, la situation est extrêmement difficile, elle est même scandaleuse sur le plan humanitaire, mais sans l'UNRWA, il y a une possibilité encore d'organisation, et qui est faite grâce à l'UNRWA. Oui, mais si l'UNRWA est en partie complice du Hamas, après ce qui s'est passé le 7 octobre, les attaques terroristes, on peut comprendre aussi la réaction de l'État hébreu. Pas du tout. L'État hébreu a créé une situation humanitaire catastrophique, d'accord ? L'UNRWA est là pour suppléer. Si l'État hébreu avait pris conscience au même temps et avait tenté de sauver cette population, comme ça a été fait en Jordanie, parce que personne ne veut se rappeler qu'en Jordanie, il y a eu le camp de Zaatari, où les Syriens sont sortis, 1 million de personnes dans le désert, dans un camp organisé et qui continue. Ça a été possible en Jordanie. Pourquoi ça ne l'est pas possible dans le Negev ? C'est-à-dire de faire sortir la population palestinienne de Gaza, en la filtrant bien évidemment et en l'installant dans le Negev pour ensuite se concentrer sur les combats sur Hamas. Pourquoi ça n'a pas été possible ? Parce qu'ils ne voulaient pas, en sachant que j'ai donné ce plan qui m'avait été remis par un officiel israélien et que je l'ai remis aux affaires étrangères françaises. En remettant ce plan, on pouvait faire ce qui avait été fait en Jordanie. On pouvait organiser des camps et en filtrant la population pour assurer effectivement que celle qui sortait n'était pas directement impliquée. On n'a pas voulu. Il y avait une vraie volonté de détruire en même temps la population. Caroline Bandraoui, est-ce que c'est de plus en plus compliqué finalement pour les humanitaires d'échapper à cette polarisation dont on parle aujourd'hui? Oui, on est dans une période qui est compliquée pour faire respecter les mandats des organisations humanitaires, qui sont aussi, je pense, chahutés par des fausses informations qui circulent, qui peuvent impacter justement leur neutralité, leur impartialité. Et ces fausses informations, elles provoquent l'absence de confiance sur le terrain. Donc pour les acteurs humanitaires sur le terrain, rétablir la confiance, parler avec l'ensemble des parties au conflit armé, c'est déterminant pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire et la distribuer. Et aujourd'hui, ces éléments-là ne sont pas réunis. Les humanitaires qui sont aussi témoins, et là je sors du seul cas de Gaza, mais témoins d'exactions, de crimes de guerre. Donc ça en fait des cibles, vous diriez ça, Philippe Rietmann ? Oui, parce que Raphaël Pitié en est un exemple, c'est-à-dire qu'il témoigne. Il était sur place, ni Karen ni moi n'y étions, il est sur place, donc il témoigne. Donc il y a l'aspect témoignage des humanitaires, et cet aspect témoignage, c'est quelque chose de compliqué, parce que l'essentiel de l'action humanitaire, c'est d'apporter effectivement du secours, de l'aide, de la nourriture, de l'eau. Ça n'est pas d'être, je dirais, des collecteurs de preuves. Ce n'est pas le rôle des organisations humanitaires. Mais de fait, effectivement, ils se trouvent sur le terrain, donc ils vont témoigner notamment de ce qui se passe et de la situation des populations ou des situations de cette guerre. Et ça a toujours été difficilement admis, mais nous sommes dans une période où ça l'est encore plus difficilement parce qu'on le considère comme finalement un témoin qui pourrait être gênant ou qui pourrait évoquer des actions. Je rappelle qu'à Gaza, il y a
la presse internationale n'est pas admise, donc les témoignages sont ceux des journalistes palestiniens à Gaza et des quelques organisations humanitaires qui peuvent y être présentes. Donc c'est évidemment très sensible aussi de ce point de vue. Alors quelques chiffres pour éclairer notre débat. 363 millions de personnes qui requièrent une aide humanitaire dans le monde. C'est l'ONU qui nous donne ces chiffres. Ça représente 4,5% de la population mondiale. Et selon l'UNICEF, 40% de ces personnes sont des enfants. Vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure, ces chiffres ils s'expliquent aussi par la multiplication des crises. Elles sont de plus en plus nombreuses ou peut-être de plus en plus longues aussi, on peut dire ça ? De plus en plus longues, de plus en plus violentes. Elles se déroulent en permanence. Et on n'a pas parlé, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais aussi des crises, des catastrophes climatiques. On va en parler juste après les catastrophes. Donc c'est effectivement, il y a une augmentation du nombre de personnes en nécessité d'aide, et avec des crises qui sont de plus en plus lourdes et violentes. Et très clairement, le système humanitaire international n'est pas en mesure de faire face à cette simultanéité des crises. Alors c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe en Ukraine. Vous en revenez là il y a quelques jours, Raphaël Pitti. On pourrait imaginer qu'il y a un État et que donc tout se passe bien. Quelle est la situation humanitaire en Ukraine ? Alors elle a beaucoup évolué maintenant. Par rapport au début où j'y étais déjà au mois de mars l'année dernière, elle a évolué au sens où on est dans une guerre de position qui ressemble à 14-18 maintenant. Elle touche essentiellement, les blessés sont essentiellement des militaires, plus beaucoup de civils, essentiellement de l'artillerie, c'est-à-dire des blessures par éclat ou par mine, essentiellement. Et il y a une population qui commence à craindre, d'accord, pour son avenir. Elle manque de munitions, bien évidemment. Il manque d'hommes au niveau des combattants ukrainiens. Ils ont rabaissé l'âge de la mobilisation de 27 ans à 25 ans maintenant. Il manque d'hommes. Il manque de moyens. Et puis les déclarations de Trump, les dernières, leur font peur terriblement parce que, manifestement, les Américains pourraient les abandonner, comme déjà beaucoup pays occidentaux qui ont commencé à expliquer qu'ils n'envisageaient pas de poursuivre le soutien à l'Ukraine. Donc il y a un sentiment maintenant, je suis allé jusqu'à Kharkiv, bien évidemment, il y a un sentiment d'abandon. Ils ont le sentiment, ils ont une certaine peur en fait, et les bombardements sont constants. Pendant que j'y étais, les sirènes d'alarme étaient constantes. Pendant la nuit, ils ont bombardé un centre de secours en tuant 5 personnes pendant la nuit. Et puis ils détruisent toutes les infrastructures énergétiques actuellement. Ils sont en cours d'une action. Et ils n'ont pas la capacité de réagir totalement. Caroline Brandao, on est dans une stratégie là aussi, ça se rejoint, c'est-à-dire que là on est dans une stratégie de démoralisation de la population ukrainienne, c'est très clair, en s'attaquant à des infrastructures, de temps en temps à des civils. Mais il y a effectivement la volonté de jouer sur le moral des troupes. Donc effectivement, cette volonté de viser des infrastructures civiles, des biens qui sont protégés, d'attaquer la population civile, ça va déstabiliser l'adversaire. Par contre, c'est contraire au droit international humanitaire. Donc il faudra quand même un jour tenir la responsabilité des auteurs de ces violations-là. Et là, on l'a vu quand même en Ukraine, très rapidement, des juridictions, notamment en France, en Europe, n'ont pas attendu la fin du conflit armé pour juger des personnes qui n'ont pas respecté ce droit. Philippe Riffman, vous êtes avocat, je le rappelle, vous y croyez à l'aboutissement de ces procédures ? Elles sont longues, la justice est lente. Pour l'instant, personne n'a été jugé. Il y a eu des débuts d'incrimination. Je crois qu'effectivement, ça fait partie, en tout cas, des réactions, notamment de la société civile. Il y a beaucoup d'ONG qui sont actives là-dessus. Mais c'est à terme, si vous voulez. Si vous me permettez, je dirais que par rapport à ce que dit Caroline Raphaël Pitti, je partage une partie de ce qu'il dit, mais vous êtes, ce qui est tout à fait légitime, dans une éthique de conviction, comme dirait le sociologue. Pour les humanitaires aussi, il y a une question d'éthique de responsabilité. Et en l'état actuel, aussi bien en Ukraine, au Soudan qu'à Gaza, il y a des urgences immédiates avec lesquelles il faut arriver à traiter et qu'il faut arriver à faire. Parce qu'on peut effectivement déplorer les situations,
ça n'aidera en rien la population, c'est pas ce que vous dites, bien sûr, tous les deux, mais ça n'aidera en rien les populations. Il faut absolument trouver toutes sortes de moyens, et de ce point de vue, il y a évidemment l'action des États, il y a l'action des Nations Unies, mais aussi il y a l'action des sociétés civiles, si vous voulez, des opinions publiques, des médias, pour arriver justement à obtenir les accès, à obtenir les passages, et à obtenir aussi la possibilité. On est à Gaza, comme au Soudan, comme en Ukraine, dans une situation de guerre. Et donc avec une aide humanitaire qui est en situation de guerre. Donc autant que possible, effectivement, obtenir des trêves, des cessez-le-feu, mais aussi, tant que ça n'est pas possible, en situation de guerre, de pouvoir arriver à délivrer tout de même de l'aide. Et ça, c'est, je dirais, la question la plus urgente actuellement. Alors, vous parliez des moyens, finalement. La question du financement, elle est évidemment cruciale, d'autant plus, on a commencé à l'évoquer, que le nombre de réfugiés va augmenter avec les crises climatiques. On en parle tout de suite avec Audrey Vuettaz. Rebonsoir Audrey, bienvenue de nouveau sur ce plateau avec des crises humanitaires qui se multiplient dans le monde. Oui, les causes sont aussi de plus en plus nombreuses. C'est l'une des raisons, et notamment du fait du changement climatique. J'ai été chercher sur le site du Programme alimentaire mondial et je vais vous montrer une carte sur ce planisphère. C'est la carte des famines qui sont déjà réalité. Je vous montre que les famines. Alors vous le voyez, en Haïti, on a une famine causée par le climat et un conflit. Au Nigeria, c'est le conflit. En Éthiopie, conflit. Madagascar, climat. Pakistan, climat après les inondations l'an dernier, et Gaza, conflit, bien évidemment. Avec quelles conséquences sur l'aide humanitaire, justement ? Eh bien, plusieurs programmes ont annoncé qu'ils allaient devoir réduire leur budget pour l'aide accordée à certains pays. C'est le cas notamment en Afghanistan, où les dons se sont effondrés du fait de la multiplication des crises sur la planète. Le Programme alimentaire mondial vient d'annoncer que pour ce pays, il n'allait pouvoir aider que 6 des 15,8 millions de personnes ayant besoin d'assistance. Et pourtant, les budgets augmentent. Oui, les budgets des ONG sont en augmentation constante depuis 10 ans. C'est Action pour la faim qui le dit. Nous sommes passés de 15 milliards de dollars de dépenses annuelles à 50 milliards pour l'année 2023. Mais ça ne suffit pas face aux crises qui se multiplient. Certaines ONG demandent donc une révolution des financements parce que pour l'instant, 80% des sommes réunies viennent d'une dizaine de pays occidentaux. Alors je vous en donne que quelques-uns, les 5 par exemple. Donc il y a les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni. Les ONG demandent à ce que d'autres pays soient mis à contribution, mais aussi certaines grosses entreprises qui pourraient mettre la main au pot. Ils appellent aussi à revoir les coûts administratifs de certaines ONG dans leur viseur. C'est les salaires des responsables notamment qui sont critiqués. Merci beaucoup Audrey. Donc là, si on se projette, c'est déjà aujourd'hui, hein, on le voit, Raphaël Pitti, mais si on se projette dans un avenir, même à court terme, c'est des centaines de milliers de réfugiés supplémentaires. Les ONG aujourd'hui, dans quel état sont-elles ? C'est-à-dire, sont-elles prêtes à s'engager plus d'une certaine façon ? Alors je pense, oui, bien évidemment. La difficulté, c'est d'avoir justement des fonds. Oui, je ne parle pas de la volonté, je parle des moyens. Les moyens. Ouais. Bien, c'est les moyens qui manquent. Une guerre en chasse une autre. Du même coup, on considère par exemple qu'au niveau de la Syrie, c'est terminé, pratiquement. Donc, parce qu'on n'en parle plus. Nous-mêmes, c'est un débat qu'on a très peu traité. Cependant, la situation humanitaire en Syrie est catastrophique. Le pays est détruit à 60%. Il n'y a pas de travail, une inflation très très importante. Il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau, etc. La situation est terrible en Syrie, mais en général, avec un pays qui est plutôt tourné maintenant vers le trafic de drogue, qui est devenu un des leaders du trafic de drogue pour essayer d'avoir des dollars, etc. Et vous avez au même temps l'Ukraine, et vous voyez au même temps que l'aide se détourne maintenant plutôt vers Gaza, etc. Et on oublie le Soudan. On oublie le Soudan avec 30 000 morts, etc. Et la situation au Soudan est catastrophique aussi. Mais il n'y a plus d'argent. En fait, vous avez une masse d'argent, un gâteau, et puis en fonction de la situation, on en coupe une part pour l'un, et puis on la supprime à l'autre. Mais ce gâteau n'augmente pas. Et d'où l'idée de dire, mais il faut passer à 50 milliards, ou plus, d'accord ? Et revoir un peu l'aide humanitaire. Mais moi, ce que je condamne, c'est le fait de dire... Au fond, les politiques ont le devoir de trouver des solutions politiques et ils se retournent vers l'humanitaire comme si, au fond, l'humanitaire leur donnait bonne conscience. Dans l'incapacité dont ils sont de trouver des solutions politiques, et on le voit à Gaza, le cessez-le-feu immédiat, l'ouverture des corridors humanitaires pour apporter, aider les populations, etc. Alors ils vous disent, mais regardez, on fait ce qu'il faut, on apporte de l'aide humanitaire, on largue de la nourriture. Mais c'est pas ce qu'on attend.
On attend des politiques, ils trouvent des solutions politiques. Ouais. Et ça éviterait d'avoir 70 millions de personnes dans le monde qui vivent sous tente encore depuis 40 ans. Philippe Riefmann, à quel point justement la crise climatique peut démultiplier la situation actuelle? Elle peut être démultipliée par effectivement les volumes, les masses de population concernées. Et si je peux juste réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vient de dire Raphaël Piquet, sur les 50 milliards dont on parle, en réalité, il n'y en a qu'une partie qui est versée. C'est la somme budgétaire théorique pour faire face. Mais en réalité, il n'y en a qu'une partie qui est versée, aussi bien par les États que par les donateurs privés. Vous, moi, les fondations, les entreprises qui font quand même pas mal de mécénat, ça n'est qu'une partie. Et on est aussi confronté à, je dirais, à une situation, ça sera un autre sujet, mais on était dans un monde multilatéral. Et dans un monde multilatéral, l'aide humanitaire et l'action humanitaire trouvent beaucoup plus facilement sa place. Dans un monde multipolaire, qui est celui dans lequel nous sommes plus ou moins entrés, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on va avoir une hiérarchie des urgences. Et donc, on va, par exemple, traiter plutôt une crise climatique qu'un conflit armé, ou inversement, au lieu d'avoir une approche, je dirais, globale de ce contexte. Caroline Brandao, est-ce qu'on peut même imaginer que ce soit, j'essaie de me projeter, que ce soit finalement plus simple pour les humanitaires d'aider dans un pays confronté à une crise climatique que dans un pays confronté à une guerre, puisque on voit la polarisation, on voit les critiques dont vous êtes la cible, etc. etc. Ben oui, l'accès humanitaire est plus facile, il y a une acceptation, il y a un mandat qui est reconnu. La vraie difficulté, c'est demain, on va devoir intervenir dans des situations de conflit armé exacerbées par le changement climatique. Donc ça se superpose, et on parlait effectivement des financements. Ce qu'il faut soulever aussi également, c'est qu'on a été établi un certain nombre de régimes de sanctions qui empêchent aussi l'aide humanitaire d'intervenir dans certaines zones, puisqu'on n'est pas autorisé de mener l'action humanitaire, que les financements sont bloqués, que les banques aussi ne peuvent pas mener et libérer l'argent nécessaire pour mener l'action humanitaire. Et ça concerne énormément de zones géographiques. Il nous reste 3 minutes, ça passe trop rapidement, mais je voudrais quand même parler aussi des risques, des morts, du personnel humanitaire, qui est la cible de tir. Raphaël Pitti, peut-être, est-ce que vous avez le sentiment de vous mettre parfois en danger, ou est-ce que, comme vous êtes là pour soigner, donc c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas? Ah si, bien évidemment, j'ai une crainte constante. Je vais essentiellement dans les zones de guerre. Ben oui. Oui. Et donc, sur la Syrie, je suis rentré à travers sous les barbelés turcs, etc., clandestinement à l'intérieur, comme d'autres collègues l'ont fait en Afghanistan ou ailleurs pendant des périodes. Bien évidemment que nous prenons des risques, mais à la fois, ce qui nous paraît plus important, ce qui nous porte, c'est au fond d'aller vers ces populations en souffrance. Et en même temps, bien évidemment, c'est après de témoigner, de dire, mais il se passe quelque chose. Quand il y avait Daesh, bien évidemment, les journalistes n'y allaient plus, les reporters ne rentraient plus à l'intérieur de la Syrie. Et au fond, j'étais un des seuls à pouvoir y rentrer encore et à pouvoir témoigner. Et je suis allé, chaque fois que ça a été possible, j'ai fait un tour dans les universités médicales américaines pour expliquer que les hôpitaux étaient systématiquement bombardés, que les soignants étaient systématiquement tués. J'étais à Genève aussi pour condamner justement ces bombardements contre les structures sanitaires et le meurtre et la torture des soignants. Parce que c'est inacceptable. Si vous tuez un soignant qui est porté justement vers les populations en souffrance, vous tuez même l'esprit humanitaire. C'est-à-dire vous tuez l'humanisme même qui nous porte à aller vers les populations en souffrance. Et ça, c'est à mon sens scandaleux. Notre vocation, notre éthique nous porte vers les êtres en souffrance, quel que soit justement, sans discrimination. C'est cela qui est porté dans le serment d'Hippocrate. Alors, nous tuer, nous, dans ces situations-là, c'est vraiment vouloir tuer l'humanitaire. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à cette émission. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. On se retrouve lundi pour les meilleurs moments de l'émission. Et puis notez que demain, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sera l'invité d'Oriane Mancini dans notre matinale. Il sera 8h du matin. Belle soirée.